Bonjour chers amis qui aiment l'histoire. Je voudrais aborder ici et maintenant une question très actuelle. Les gens s'interrogent sur les coups d'État. Je vais aborder seulement la question des coups d'État au niveau du Sahel, des pays du Sahel. C'est-à-dire au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Alors, vous avez vu que les militaires ont dû écarter Djokounda Traoré. Parce que quand il assurait la transition, il n'a pas changé la politique du président Keïta, du président Ibeka. Il n'a pas changé cette politique-là. Or, ces États, que ce soit le Mali, le Burkina et le Niger, étaient menacés de disparition. Ces États étaient menacés de disparition. Parce que ce que la presse occidentale et particulièrement française appelle improprement djihadistes, ce ne sont pas des djihadistes. Parce qu'on les voit vivre. C'est de bons alcooliques, de bons violeurs, des massacreurs, des destructeurs d'écoles, des destructeurs de mosquées. Hein? Et comment ils vont convertir une population qui est à pratiquement 98% musulmane? Vous voyez. Donc, ces États étaient menacés de disparition. C'est-à-dire que les gens ne pouvaient pas se déplacer correctement. Et ces États ont commencé à vaciller. Vous voyez. De vastes zones de leur territoire étaient sous le contrôle de ces bandes armées terroristes. Mais à quel moment ça a commencé? Ça a commencé en octobre 2011 avec la destruction de la Libye et la mort du guide Muammar Kadhafi, le guide de la Jamaïria libyenne. Ce qu'on a utilisé pour faire la guerre en Libye, ce sont ces mêmes gens-là armés qu'on a déversés sur le Sahel. Mais si les pays occidentaux qui ont eu le pouvoir, l'OTAN qui a eu le pouvoir de détruire le régime de Kadhafi, mais pourquoi est-ce que depuis 2011, ceux-là n'ont pas le pouvoir de mettre fin à la rébellion? Ils disaient lutter contre la rébellion, quand j'ai dit la rébellion, ils disaient lutter contre le terrorisme, contre ce qu'ils prétendent être des djihadistes. Mais depuis 2011, rien n'a changé. Au contraire, ces terroristes prenaient de l'importance sur le terrain. Donc, l'État du Mali était menacé. Son existence était menacée. L'État du Burkina Faso, son existence était menacée. L'État du Niger, son existence était menacée. Et durant tout ce temps, les gens se posaient des questions. Mais qui fournit ces terroristes en matériel, en armement, avec des motos, ils circulent souvent avec des motos, qui ont besoin de carburant? Qui leur donne le carburant? Qui les finance? Parce qu'on se rend compte qu'en fait, ils n'ont même pas un projet politique. C'est seulement des destructeurs. Ils n'ont pas un projet politique. Ils n'ont jamais présenté un projet politique. Même ceux qui parlent de l'Azawad, ils n'ont jamais présenté un projet politique. Non. Ils détruisent seulement. Donc, ils veulent détruire ces États-là. Mais même finalement, des journaux, des médias occidentaux ont reconnu que c'est la France, l'Occident, qui finance à travers les rançons qu'on paye pour les otages. Les rançons qu'on paye quand ces terroristes enlèvent des citoyens français ou des citoyens européens, on les paye à coût de millions, soit d'euros ou de dollars, ou quelquefois de francs CFA. Hein? Et c'est grâce à ça que, grâce aux rançons, que ces terroristes sont financés. Finalement, vous prétendez défendre, combattre les terroristes, alors qu'en fait, vous les financez. C'est vraiment le serpent Ouroboros qui se mord la queue. Les gens se sont rendus compte. Hein? Il y a eu récemment un témoignage du président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, qui disait que
hein, quand ces terroristes sont arrivés, l'armée malienne les a repoussés. Au moment où l'armée malienne devait mettre totalement fin à leur résistance, en s'emparant de Kidal, c'est l'armée française qui a fait obstacle. Qui a dit non, vous n'entrez pas dans Kidal et qui a désarmé les unités militaires maliennes qui étaient aux portes de Kidal. Les gens se sont rendus compte que cette comédie, cette hypocrisie de l'élite française ne peut pas continuer. C'est ainsi qu'il y a eu un changement de politique, si bien que vous comprenez que ceux qui ont fait le coup d'État au Mali, ils ont une politique souverainiste. Ils ont dit à la France, allez, tu dégages. Enlève, retire tes armées, tu dégages. C'est toi le problème. Donc aujourd'hui, l'ennemi est clairement désigné. Hein? Et il désigne clairement l'ennemi. L'ennemi, c'est la France. Non. Ils ne disent pas que ce sont des djihadistes, non. Mais c'est à travers ces terroristes-là que la France fait la guerre aux États du Sahel. Pourquoi? Mais c'est lié simplement à ce que le président Oufou a dit. Il a dit, celui qui va contrôler l'Afrique va contrôler le monde. Celui qui va contrôler l'Afrique va contrôler le monde. C'est ce que le président Oufou a dit. Pourquoi? Mais à cause des ressources naturelles stratégiques abondantes que l'Afrique a. D'ailleurs, dans cette stratégie-là, ils sont allés même jusqu'à envoyer des terroristes attaquer le Mozambique. Dès que le Mozambique, on s'est rendu compte qu'il y avait d'immenses gisements pétrolifères. Vous voyez? Donc, c'est eux qui transportent ces gens-là. Et qui les renseignent. Même maintenant, ils utilisent des drones. Ces terroristes-là ont des drones, etc. Alors, quand ces États se sont rendus compte que leur existence, même en tant qu'État, est menacée, ils ont demandé à la France, à l'armée française de dégager. Ils l'ont fait également pour le Burkina. Aujourd'hui, le Niger demande à l'armée française de dégager. Surtout qu'on a vu le président Bazoum qui dit carrément que ces terroristes sont mieux armés et sont plus aguerris que l'armée nationale du Niger. Vous comprenez? Et que ceux-là sont ses alliés. Hein, que ces terroristes sont ses alliés. Et vous comprenez bien, au-delà de cette volonté de continuer de piller les ressources minières des pays du Sahel, c'est parce que la France sait que si son armée quitte le Niger et que son armée n'est ni au Mali, ni au Burkina, ni au Niger, ils ne pourront plus ravitailler les terroristes. Les terroristes ne seront plus ravitaillés. Ni en armement, ni en carburant, et même ni financièrement. Parce que l'armée française aura quitté le terrain. C'est pour ça qu'ils font des difficultés pour quitter le Niger. Mais ils seront bien obligés de quitter le Niger. Ils ont voulu passer, l'élite française, le gouvernement français a voulu passer par la CEDEAO pour pouvoir reprendre pied dans le Sahel. Mais aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Parce que ces gouvernements issus de ces coups d'État de type souverainiste ont compris qu'il faut, pour leur survie, il faut se mettre ensemble. Et ils ont compris aussi que, en fait, la politique des Occidentaux, c'est une reconquête de l'Afrique. En commençant par le Sahel, qui est une zone qui a vraiment des ressources minières et minérales immenses, sans compter l'eau potable. Hein? C'est des milliards de mètres cubes d'eau potable, hein? Qui dort sous le sable chaud du Sahara. Ces gouvernements ont compris. Alors, ils ont compris qu'il fallait se mettre ensemble pour mieux combattre les terroristes. Et il faut expulser la France. Et c'est ainsi que, dernièrement, vous avez vu, ils ont créé notamment l'union du Liptako Gourma, hein, où ils décident de combattre ensemble les terroristes avec une coordination de leurs armées. Et que si un État attaque l'autre, l'un d'eux, les autres doivent réagir. C'est comme si ceux-là aussi sont attaqués. Voilà. Et ça met en mal le projet de reconquête et de recolonisation de l'Occident. Parce que, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ont ce projet, les Occidentaux, ils ont ce projet qu'ils appellent le nouvel ordre mondial luciférien. Ce nouvel ordre mondial luciférien. Pour eux, il faut affaiblir les gouvernements pour pouvoir prendre pied et diriger ces zones à leur guise et puis imposer un gouvernement unique. Bon, aujourd'hui, on voit que ce projet prend de l'eau de toutes parts, surtout qu'on voit les brisques, etc. et la débâcle qui se passe en Ukraine.
pour eux. Vous voyez. Donc c'est pour ça qu'ils veulent tout faire pour ne pas quitter le Niger. Parce qu'au moins ils se disent que si l'armée française reste au Niger, ils pourront toujours ravitailler les terroristes en armement, en argent, en carburant, etc. Or là, ils ne pourront plus. Ils ne pourront plus. Et les jours de ces terroristes sont comptés. Et qu'est-ce que ces trois États-là ont fait pour leur survie? Non seulement ils se sont mis ensemble, mais ils ont changé de partenaire. Ils ont changé de partenaire, ils ont cherché des partenaires plus fiables qui peuvent les aider, étant maintenant conscients de ce projet de reconquête de l'Occident, de ce nouvel ordre mondial de l'Occident. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, le président Joe Biden en parlait encore, que oui, il faut un nouvel ordre mondial sous le leadership des États-Unis. Quant à Sarkozy de Nagui Boxer, lui, il a dit que ce nouvel ordre mondial, tout le monde y ira. Personne n'échappera, qu'on le veuille ou pas. Pourtant, c'est lui qui parle de démocratie. Comment tu peux dire que les gens le veuillent ou pas? Ils vont aller à ce nouvel ordre mondial. J'ai même vu le président Macky Sall parler de ce nouvel ordre mondial et faire l'apologie et le panégyrique de ce nouvel ordre mondial. Il dit, mais qu'est-ce que lui, il a à foutre dans ça? Il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas ce que c'est. Hein? Il ne sait pas ce que c'est. Ce gouvernement mondial luciférien, je dis bien luciférien, hein, qui implique la promotion des LGBT, etc. Maintenant, à un moment donné, il dit non, eux, en tant que musulmans, ils ne peuvent pas accepter cela. Ah non, mais tu dis que tu es d'accord avec le nouvel ordre mondial. Ça va avec les LGBT et tout le reste. C'est comme ça. Donc, c'est que Macky Sall ne sait pas bien ce que c'est. Vous comprenez? Et ces gouvernements se sont mis ensemble. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Et ils sont en train de dire aujourd'hui, ils mènent une politique souverainiste. Ils veulent transformer. D'abord, ils mettent en place la politique du gagnant-gagnant avec tous les autres partenaires. Si tu ne veux pas faire du gagnant-gagnant, tu quittes de leur zone. Ils ne veulent pas de toi. Et puis, ils veulent une transformation, soit une semi-transformation de leur matière première ou une transformation totale. C'est tout. Et que leur matière première soit achetée au prix international. C'est eux-mêmes qui vont fixer maintenant désormais le prix de leur matière première. Ou alors par rapport au prix, le prix international tel qu'il est pratiqué. Et non pas brader leur matière première au profit des multinationales occidentales. Voilà ce qui se passe. Donc cette politique de survie-là les amène vraiment à prendre des décisions souverainistes et qui arrangent les peuples. C'est pour ça qu'ils sont soutenus par les peuples. On a vu. Dès que Damiba a commencé à réorienter sa politique dans le sens voulu par les Occidentaux, on a vu tout de suite que le peuple burkinabé est descendu dans la rue contre lui. Et c'est comme ça que le capitaine Traoré et ses compagnons sont venus enlever Damiba. Voilà. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? La pression est sur les autres pays qui demeurent fidèles à l'Occident. Pourquoi? Parce que cette politique qui consiste à mettre ses biens, ses matières premières à la disposition des Occidentaux qui les pillent, qui les prennent pour 3 fois rien, à travers le mécanisme du CFA. Mais écoutez, la jeunesse est désespérée. La jeunesse est désespérée. La jeunesse traverse le désert du Sahara et va prendre des bateaux et mourir dans la Méditerranée. Je me souviens quand le président Alpha Condé était encore au pouvoir, il y avait eu une rencontre à l'hôtel Ivoire Sofitel sans publicité. Il a dit qu'il ne peut pas rester là à regarder ça et que cela continue. Ils comprennent qu'il faut faire quelque chose parce que s'ils ne le font pas, ils vont subir des coups d'État. C'est ce qui s'est passé aussi en Guinée. D'ailleurs, celui qui a fait le coup d'État en Guinée, le colonel Doumbia, il a dit quoi? Il a dit désormais, lui ne permet plus que les compagnies là exportent le fer brut. Non, il fait une transformation, ne serait-ce qu'une semi-transformation du fer qui est en Guinée. Voilà, cette politique souverainiste là. C'est ça les faits. Et je crois que même les gouvernements qui sont encore, je peux dire, pro-occidentaux, comme celui de Côte d'Ivoire, j'ai entendu le président Alassane Ouattara dire qu'il veut mettre au moins 1 milliard par mois, je crois que c'est ce qu'il a dit, à la disposition de la jeunesse pour que la jeunesse puisse entreprendre. Mais c'est parce qu'il sait qu'il y a la pression. Il y a la pression. Il faut faire quelque chose. Parce que notre jeunesse est désespérée. Parce que la jeunesse africaine est désespérée. Elle est désespérée. Il n'y a pas de perspective avec cette politique néocoloniale de la France. Il n'y a pas de perspective pour la jeunesse. Et eux, maintenant, ils se plaignent maintenant de l'immigration. Mais eux-mêmes, ils sont à la base. Ils sont à la base. Notamment, la France est en pointe de cette politique qui doit prendre fin. Mais ils ne sont pas raisonnables.
Parce que pour eux, leur agenda, c'est le nouvel ordre mondial. Hein, et donc, ils doivent recoloniser. Mais cette recolonisation n'est plus possible. Ce n'est pas possible. Les Africains vont y faire face. Et ils sont confrontés justement à toute cette capacité des panafricanistes qui utilisent les réseaux sociaux pour les combattre. Les réseaux sociaux sont devenus une arme puissante dans les mains des panafricanistes. C'est devenu une arme puissante dans les mains des panafricanistes. Voilà, c'est ça. Leur parole, le fait de dénoncer cette politique-là, de montrer en quoi est-ce que cette politique néocoloniale est criminelle, etc. Et même dessert même les peuples d'Occident. Voilà. C'est cela. Voilà. Donc, c'est ça, de la survie des États du Sahel. C'est une question de survie pour eux. C'est une question de survie pour ces États-là. Voilà. Et aujourd'hui, la menace, comme je l'ai dit, des coups d'État à relance souverainiste est là. On ne peut pas y échapper. Si on ne fait rien pour sortir un tant soit peu le peuple de la misère. Sortir le peuple de la misère. Redonner de l'espérance et de l'espoir à la jeunesse qui désespère. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que j'ai voulu dire. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, l'université qui a Abidjan, c'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Abonnez-vous à ma chaîne, professeur Alou Kwame René sur YouTube, ou Kwame René Alou sur YouTube. N'allez pas sur les chaînes qui utilisent mes vidéos pour les monétiser et se faire de l'argent alors que vous l'avez ici gratuitement. D'ailleurs, j'ai créé aussi une page TikTok. Voilà. Mais là, TikTok, c'est des informations très brèves. Hein. Bon, mais je suis en train d'alimenter aussi cette page TikTok-là, qui est intitulée Histoire africaine, professeur Alou. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée.